Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition. En Côte d'Ivoire, on observe une flambée des cas de Covid depuis plusieurs jours. La principale explication est la présence d'Omicron, variant beaucoup plus transmissible selon le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur d'Abidjan. On compte déjà plusieurs dizaines de cas dans le pays. Dans ce journal, on ira à Alépé, à quelques 45 km au nord-est d'Abidjan. Dans le village de Kodioussou, la désignation du chef a abouti à un conflit qui a occasionné des morts. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, est allé sur place au nom du gouvernement pour tenter de calmer les tensions. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, arrive à Bamako ce mercredi. C'est en réponse au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Ce mercredi 5 janvier est jour de Conseil des ministres. La réunion a lieu au Palais de la Présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De nombreux sujets sont à l'ordre du jour. Le point complet nous sera fait ce soir dans le 20 h par nos reporters qui sont encore sur place au plateau. Marcel Amontano est le tout nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame passe la main après 2 mandats passés à la tête de l'institution. La passation de charge s'est faite hier en présence du ministre chargé de l'intégration africaine et de notre reporter Moussa Konaté. Son témoignage. Marcel Amontano est le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il remplace Patrice Kwame à ce poste depuis 2012. Patrice Kwame quitte donc ses fonctions après 2 mandats. Avec l'accord de la conférence des chefs d'État, un programme immobilier est lancé avec le projet de construction de la tour Entente à Abidjan. Le partenaire du Conseil de l'Entente pour ce projet est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la CGRAE, en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Entente détient 51% du capital de la société de projet mise en place et la CGRAE 49%. Le coût du projet est estimé à 49,6 milliards de francs CFA. À ce jour, le financement est bouclé. Ancien directeur de cabinet du chef de l'État et ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano traduit sa gratitude au président de la République. Il s'engage à rehausser l'image de l'institution sous-régionale. Je voudrais également remercier les présidents des pays membres qui ont bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Donc nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. La passation entre les 2 personnalités s'est tenue en présence du ministre en charge de l'intégration africaine. Alcide Djedji adresse ses félicitations au secrétaire exécutif sortant et ses encouragements au nouveau. Monsieur le ministre Marcel Amontano, nul doute que vous réussirez brillamment à assumer vos nouvelles et exaltantes responsabilités à la tête du Conseil de l'Entente. Au moment où vous prenez fonction, les attentes des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente pourraient, à mon sens, se résumer en 3 principaux points. 1. Trouver des solutions aux questions complexes de coordination et d'harmonisation des politiques régionales en relation avec la CEDEAO et l'UEMOA. 2. Poursuivre les projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations, surtout les couches les plus fragiles. Et en 3e lieu, poursuivre les efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace entente face à la menace des activités des groupes terroristes. Le Conseil de l'Entente a été créé en mai 1959. Sa mission, promouvoir l'intégration économique, politique et culturelle entre les États membres. Aussi, assurer la paix, la sécurité et la stabilité. On en vient maintenant à cette autre priorité du gouvernement, le secteur informel qui demeure au cœur des préoccupations de l'État. C'est en ce sens qu'une stratégie nationale intégrée est lancée pour une transition vers l'économie formelle. Franck Quadio était à la cérémonie de lancement de cette importante phase. Son reportage.
Des pétitionnaires particuliers face aux agents de la CNPS et souscrivant à la couverture maladie universelle CMU. Ce sont des commerçants qui se font enrôler au RST, régime social du travailleur indépendant. Nous sommes au lancement de la phase pilote de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle. Le fait que le gouvernement lui-même prenne la décision de vouloir nous aider à nous organiser pour formaliser nos structures, pour que nous aussi nous soyons des entreprises fiables qui puissent compétir jusqu'à l'étranger. Je dis que c'est une très belle initiative. Cette phase pilote concerne les acteurs du vivrier. Il s'agit de sortir ces opérateurs privés de l'informel en leur assurant la protection sociale, illustrée par exemple par la cotisation pour la retraite. L'initiative est saluée par la fêtière des acteurs du vivrier. En leur nom, Yuambi Alexis insiste sur le besoin d'encadrer ces commerçants de Côte d'Ivoire. C'est l'engagement pris d'ailleurs par le représentant du ministre de la promotion des PME. Avec le soutien du Bureau international du travail, pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, à charge de l'exécution de ce projet cher au gouvernement, cette stratégie est une aubaine. À travers cette stratégie, le gouvernement s'engage à encadrer ces acteurs importants de notre tissu économique. Il s'agit non seulement de vous apporter les outils et méthodes nécessaires pour une meilleure gestion de vos activités, mais aussi de vous accompagner vers une meilleure formalisation de celle-ci. Chers amis, n'ayez pas peur de la formalisation. Elle ne se limite pas au paiement des impôts, mais elle va plus loin, en intégrant également l'accès aux instruments de protection sociale qui sont de véritables bouées de sauvetage dans les moments difficiles. Les commerçants du vivrier ciblés avant sûrement l'élargissement de l'éventail. Le projet a pris forme en 2017 et est aujourd'hui dans sa phase active avec l'idée par ce projet pilote de cibler une catégorie d'acteurs. Un reportage de Franck Kouadio et Ngata Kwame. Et maintenant, allons-y faire un tour au Parc national de Taï. On y va découvrir une unité spéciale, une unité formidable. Dans ce parc, chaque jour, les membres de l'unité d'intervention des parcs et réserves multiplient les patrouilles. Même s'ils ne sont qu'une centaine d'agents, ils protègent efficacement les plus de 5000 km² de forêt. C'est le commando forestier et nous avons décidé de suivre ces agents aguerris et déterminés quelques jours durant dans l'exercice de leur mission, aussi bien à Taï qu'à Soubré et Djurutu. C'est un grand reportage mené par Jean-Louis Gbangbo. Qui s'est fait il n'y a pas 2 jours, plus de 2 jours. Donc soit l'individu est dedans ou l'individu est sorti. C'est un contrôle de routine comme le lieutenant François Silué effectue régulièrement sur la frontière est du parc national de Taï. Membre de l'unité d'intervention des parcs et réserves, il est ce qu'on appelle ici un commando forestier. Il veille à la préservation de cette partie de la forêt. Ici, les populations riveraines avaient réussi à défricher 4000 hectares de forêt appartenant au parc, aujourd'hui récupérés par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits de ce repeuplement-là qui est en train d'être fait. Et en tout cas, nous voulons laisser ce joyau-là intégral, c'est-à-dire pas d'apport humain. 4000 hectares récupérés, mais la pression demeure forte sur l'ensemble du massif forestier. Ce sont des nouveaux plants. Ça veut dire que là, il y avait de la forêt avant. Vous voyez que c'est des nouveaux plants de cacao. Ce n'est pas des plants qui ont plus de 5 ans. Ce n'était pas le parc. Je ne sais pas si ces populations avaient décidé de réserver ça pour elles-mêmes. Mais bon. Aujourd'hui, on en a fait du cacao. Les défrichements, l'orpaillage, mais surtout le braconnage, telles sont les principales menaces contre lesquelles doivent lutter les commandos forestiers. À Djurutu, sur le front ouest du parc, le lieutenant Sendokone et ses hommes démarrent leur patrouille. Aujourd'hui, nous allons balayer la zone de l'Écoutel, le campement chimpanzé, et puis aller dans la zone du Mont Nukui pour voir s'il y a des vérités de braconnage surtout. Une opération de patrouille ordinaire, mais également de surveillance des zones à forte concentration d'espèces phares. Voilà une piste d'éléphant. Elle est montée comme ça. Voilà. Donc, il faut marquer. Pour quadriller les 5360 km² du parc national de Taï, l'OIPR disposait en 2018 de 91 agents.
Le plan d'aménagement et de gestion du parc souhaite porter ce nombre à 120 agents pour une surveillance plus efficace, car les braconniers ne sont jamais loin. Il y a un signe qu'il a mis ici. Quand on a une piste comme ça, automatiquement on se met à la recherche pour voir s'il y a des indices là-dessus. Parce que quand il marche, il laisse des traces. Et on peut identifier si c'est des pas frais, c'est-à-dire que si c'est ce matin, hier ou bien après, avant-hier ou bien une semaine. Pour atteindre une couverture complète du parc national de Taï, il faut un effectif de 90 agents de surveillance disponibles en permanence. Cela correspond à un ratio de 1 agent pour 6000 hectares. Le lieutenant Sendou Kone et ses agents passent pour chacune de leurs patrouilles entre 5 et 10 jours dans la forêt, quasiment sans repos, affrontant de jour comme de nuit toutes sortes d'obstacles. C'est toujours comme ça. Bon, généralement, on est confronté à ces genres de difficultés. C'est pourquoi on a le matériel comme la machette pour pouvoir dégager. Souvent, on a des tronçonneuses dans les véhicules. Quand on tombe sur les chablis, automatiquement, on dégage la voie pour pouvoir continuer nos patrouilles. Donc, vous ne reculez devant rien pour mener votre mission. Non. Nous sommes formés pour ça. Voilà, nous sommes formés pour ça, c'est notre travail, donc on fait le boulot. Formés pour préserver à tout prix les richesses que le parc national de Taï garde dans ses forêts, mais également dans ses eaux. Car les autres menaces que connaît le parc sont la pêche illicite et les mauvaises pratiques de pêche que surveillent également les commandos forestiers. Depuis la zone de Soubré jusqu'ici, donc les poissons ont le temps de bien se développer dans le parc et ça fait que ça attire plein les pêcheurs. Voilà, donc les pêcheurs peuvent prendre le cours d'eau hors même du parc et puis entrer jusqu'en profondeur pour pouvoir mener les activités de pêche. Pour ces agents, aucun sacrifice n'est de trop pour assurer leur mission. Ils ont pris conscience depuis longtemps des bénéfices à préserver ce parc. Nos arrière-parents l'ont conservé ici à cet état pour nous. Nous aussi, nous le faisons avec joie et avec amour et plaisir surtout de pouvoir le conserver pour les générations futures. Donc avec toute notre force, nous le conserverons tant que nous pourrons. La direction de zone sud-ouest de l'OIPR est dirigée par le colonel Aboulaye Diarasouba. Le salut aux couleurs reste un des moments importants pour faire passer certaines consignes aux agents. Mais ne restez pas dans une position statique pour fouiller une grande zone. C'est ce qu'on fait. Voilà. Inscrit comme bien du patrimoine mondial depuis 1982, le parc national de Taï a réussi à conserver la quasi-totalité de sa superficie. Une fierté pour le directeur de zone. Toutes les espèces décrites à l'intérieur du parc national de Taï, au moment de son classement en 1926 comme aires protégées, sont encore dans le parc. Aujourd'hui, ce sont 184 000 chefs d'exploitation agricole qui bénéficient des revenus grâce à la régulation du climat local fournie par les forêts du parc. Au moins 3,2% du PIB de la Côte d'Ivoire dépendrait du parc national de Taï, soit la production de cacao, café, EVA et palmier à huile, représentant un chiffre d'affaires de 492 milliards de francs CFA. Le commando forestier, une vie au service de la protection de la forêt, un document signé Jean-Louis Gbangbo et Zakaria Traoré, Jean-Louis Gbangbo du service économie de la rédaction, l'un de nos ébonies 2021. On va d'ailleurs encore le solliciter. Cette fois, Jean-Louis Gbangbo a rencontré hier le groupement des marailleurs grossistes au Photon. Les marailleurs se prononçaient sur la décision du gouvernement de plafonner le prix de ce poisson, décision qu'ils saluent au micro de notre reporter. C'est par un décret pris en Conseil des ministres le 22 décembre dernier que le gouvernement a décidé de plafonner le prix du poisson photon ou poisson garba. Pour le groupement des marailleurs grossistes au Photon, il s'agit là d'une décision salutaire, l'aboutissement de plusieurs années de lutte. On s'est battu pendant des années en arrière. C'est la première fois qu'un gouvernement a pris le temps de nous écouter et puis de comprendre le problème avant de prendre une décision. À en croire ce groupement, cette décision n'est pas approuvée par certains acteurs du secteur qui s'adonnent à des pratiques déloyales. C'est pourquoi
Il souhaite une forte implication de l'État pour imposer le respect de ce plafonnement de prix. On parle de la vie chère et le prix du poisson aujourd'hui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire à 400 francs bord navire. Si le poisson suit la chaîne et qu'il arrive sur le marché à 850 francs, absolument le coût du poisson dans les assiettes de la ménagère va baisser. Nous prions Monsieur le Président de la République de veiller à l'application stricte de son autorité. Ces marieurs se sont voulus également rassurants quant à la pénurie de faux thon brandis comme menace si cette nouvelle mesure venait à être appliquée. Je dis qu'il n'y aura jamais de pénurie de thon parce que chaque année, il y aura le repos biologique. Et quand il y a le repos biologique, il va de janvier à mars. Les bateaux sont bloqués. Ils vont reprendre la pêche en avril. Mais quand on va passer à juin, juillet, août, il y a de l'abondance maintenant de poissons. Et chaque année, c'est comme ça. C'est la période où il n'y a pas de poissons, où vous voyez garba, ils sont obligés d'utiliser le chincha ou utiliser du maquereau pour faire le garba. C'est tout. Mais après ça, il y a de l'abondance. Et même on stocke. Est qualifié de faux thon l'espèce de thon souvent abîmée ou rejetée par les conserveries et par les exportateurs à cause de leur petite taille, mais non impropre à la consommation humaine. L'ennemi public numéro 1 court toujours. Le coronavirus continue de tout bouleverser. Notre ennemi commun a fait 2 morts hier. À ce jour, il en a fait 723 au total depuis mars 2020. Dans la seule journée d'hier, le coronavirus a touché 1009 personnes. Nous sommes désormais à 73 786 cas confirmés depuis le début de la pandémie et 9 698 cas sont actifs. Le jour viendra où on pourra les retirer, mais pour l'heure, gardez vos masques de protection et faites-vous vacciner. Vous pouvez également appeler le 143 ou le 101 pour toute information. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 semaines une explosion du nombre de cas de Covid, 15 000 cas en décembre avec un pic record à près de 3 000 cas pour la seule journée du 31. Le variant Omicron est bien là, les autorités le confirment. L'Institut Pasteur évoque quelques 78 cas de Covid dus au variant Omicron qui est plus transmissible mais heureusement moins dangereux. Salima Toudia. Plus de 78 cas du variant Omicron notifiés et confirmés en Côte d'Ivoire par l'Institut Pasteur. À partir donc de ce 15 décembre-là, on s'est aperçu qu'il y a donc une émergence de variant Omicron. Et sur 134 échantillons testés, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron. C'est le nombre de variants trouvés dans une série, bien sûr. Ce n'est pas dans tous les malades analysés. Concernant les particularités de Omicron, il est plus transmissible, ça se voit. On voit le nombre de nouveaux cas augmenter de façon significative. Il semble moins virulent. Mais moins virulent, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Ça dépend des personnes qui sont infectées, ça dépend des antécédents, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de beaucoup de choses. C'est officiel, le pays est à sa 4e vague de contamination à la Covid-19. Cette reprise que nous pouvons traiter de 4e vague en Côte d'Ivoire est accentuée par les festivités de fin d'année avec l'augmentation des rassemblements, des interactions sociales, le relâchement dans l'observance des mesures barrières. La flambée de grippe signalée ces derniers temps cache à 90% des cas de Covid-19. Tout au long de l'année 2021, il y a une plus grande quantité des soi-disant grippes qui sont en fait des Covid. Les signes de la maladie actuellement sont très variables. Il y a des gens qui ont seulement mal à la tête. Il y a moins de signes pulmonaires que dans les vagues précédentes. Et donc, on dit chez nous que ce sont des formes qui ressemblent à des grippes. Les populations sont invitées à suivre les consignes suivantes. Premièrement, se faire vacciner en cas de présentation des signes de la maladie et éviter l'automédication et autres pratiques qui pourraient se révéler nuisibles pour la santé. Deuxièmement, se faire vacciner
et inviter son entourage à en faire autant. Troisièmement, continuer à observer les mesures barrières, même quand on est vacciné. 15 455 cas rien qu'en décembre, avec une moyenne de 758 cas par jour. C'est 8 fois plus que les chiffres de décembre 2020. Le gouvernement tente de faire face à cette 4e vague à travers la sensibilisation et la vaccination. Et alors que le coronavirus nous fait mal à tous, les habitants du village Kodioussou à l'épée s'en sont pris les uns aux autres. Tout est parti de la désignation du nouveau chef de village. Le conflit a fait des blessés, a fait des morts. Le gouvernement a vite fait de dépêcher le ministre Jean-Luc Assis sur place pour ramener le calme dans la localité. Grace Kando faisait aussi partie de la délégation. Son compte rendu. Kodioussou, dans la sous-préfecture de Danguira, dans le département d'Alépé. Le 3 janvier dernier, le village a été le théâtre d'affrontements. À l'origine, un conflit de chefferie. Bilan, 4 morts, 3 blessés et des dégâts matériels. La grande famille qu'on appelle Dzon a nommé un chef. Et les autres chefs de famille n'ont pas accepté à ce que le chef de Dzon, qui est nommé, soit chef de ce village. C'est ça qui a envoyé les Tohubohu et tout ça à la chenille dans le village. Et il y a une petite tranche du village. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, qui ne veulent même pas du chef que toute la population a nommé. Et je crois que si 100 personnes, 80 personnes vont d'un côté, ceux qui vont à gauche pour 10 personnes, les 80 personnes sont prioritaires à ce que le chef soit nommé et fait son travail correctement. Et pour le développement du village. Pour appeler à l'apaisement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en compagnie des autorités préfectorales et sécuritaires, s'est rendu à Kodioussou. Le gouvernement, donc, à travers le Premier ministre, nous a dépêchés donc, sur le terrain. Et je pense que nous avons fait une très bonne mission parce que la population a compris la nécessité de se mettre ensemble et de faire en sorte que ce genre de situation n'arrive plus. Tous les fils donc, de ce village sont des frères et sœurs. Donc il n'était plus question donc, pour eux de faire donc, des palabres. Nous leur avons passé donc, ce message et qu'ils se mettent ensemble pour aller vers la cohésion, la paix et la fraternité. Un message bien entendu. Nous avons reçu 5 sur 5 les consignes laissées par Monsieur le ministre. Nous allons suivre ces recommandations pour aboutir à une sortie de crise, à une solution vraiment apaisée et inclusive pour que la sérénité, le vivre ensemble soit vraiment une réalité à Kodioussou. Selon le ministre Jean-Luc Assis, un comité sera mis en place pour suivre l'évolution de la situation. En accord avec la population, c'est de désigner donc un comité de sages. Et ce comité de sages va être composé de 4 personnes qui vont donc assurer donc la transition pour arriver donc à ce qu'on puisse enterrer nos frères et nos sœurs qui sont décédés. Après donc les enterrements, on passera donc à la deuxième phase qui sera donc, on va passer donc à la phase de négociation qui va permettre donc de façon consensuelle à désigner donc un chef du village qui sera vraiment de façon consensuelle, que nous-mêmes nous allons nous atteler donc à venir installer. Le ministre Jean-Luc Assis a effectué une visite dans quelques familles endeuillées pour apporter la compassion du gouvernement. Et de retour ici à Abidjan, on marque une halte à Bobo où l'heure est au déguerpissement de la casse automobile de la commune. L'opération d'assainissement et de libération des emprises des voies de grande circulation a démarré hier et ce sont 300 agents composés de policiers municipaux, de gendarmes et de brigadiers de la salubrité qui ont ainsi été mis en mission par le conseil municipal. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Plus d'une centaine d'éléments de la police municipale, de la brigade de gendarmerie et des équipes d'assainissement mobilisées dans la cour de la mairie d'Abobo. Rendez-vous est pris au quartier Anador pour une opération d'envergure. La libération des artères principales de la commune, mais particulièrement de la casse automobile. Arrivés sur le site, bulldozers et camions de ramassage sont déjà en ordre de démolition. Pour le chef d'opération, les consignes sont claires. Pas de quartier, il faut assainir à tout prix. Il faut qu'on soit très rigoureux. Les consignes qu'on donne, c'est des consignes qui doivent être appliquées à la lettre sur le terrain. Tout ce qu'on va trouver avec des moteurs
avec des pièces détachées dehors, on ramasse. À l'approche des agents techniques de la mairie et des forces de l'ordre, les ferrailleurs et propriétaires de magasins emportent ce qu'ils peuvent encore sauver. Nous n'étions pas informés, nous n'étions pas au courant aussi. Comme on fait, nous on travaille en haut là. Nous on fait les petits mouvements, les petits business pour avoir notre argent aussi. On nous a informé, il dit les 15, c'est pas aujourd'hui, il dit les 15. Initiée par le maire Kandia Kamara et son conseil municipal, cette opération d'assainissement vise à redorer l'image d'Abobo. C'est inconcevable qu'en rentrant dans la ville, on voit des moteurs partout, on voit des épaves de véhicules partout, on voit des garages pêle-mêle, on voit des véhicules qui viennent stationner pour être vendus et tout ça. Et donc madame a vu son collègue de l'artisanat et la casse d'Endotré, n'est-ce pas, est prête à les accueillir. On a près de 2000 places là-bas. Au vu de la situation, le responsable des ferrailleurs d'Abobo fait des doléances. On demande à l'État, nous, à madame le maire, qui est une maire également, de nous aider. Nous voulons partir à Ndotré. Nous n'allons jamais nous opposer à la bonne marche du développement de notre commune. La nouvelle casse d'Abobo Ndotré, ce site de recasement de plus de 80 hectares, abrite déjà plus de 300 ferrailleurs, conformément aux instructions de la mairie. C'est entre espoir et doute que ces artisans déménagent. Quant à l'avenir de leur activité, les discussions sont en cours avec la mairie d'Abobo pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais pour l'heure, le désordre doit être éradiqué de la commune selon les objectifs de la nouvelle année 2022 du conseil municipal. Là, on part à la capitale, Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Tous les magistrats ivoiriens y sont réunis en ce moment pour une formation. Ils renforcent leur capacité sur les dangers liés aux pesticides frauduleux. Dans quel but exactement les magistrats s'intéressent à cette thématique? Élément de réponse avec Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. La pratique de l'agriculture rime avec une forte utilisation de pesticides de tout genre. Malheureusement, la contrefaçon, la fraude et les actions nuisibles de tout genre constituent un danger pour l'agriculture et la santé de l'homme. Pour une meilleure répression, les magistrats renforcent leurs capacités sur les réglementations phytosanitaires en Côte d'Ivoire et sur les dispositions légales de lutte contre les contrefaçons et les fraudes dans le domaine. Si l'usage de tels produits présente des avantages indéniables, il n'en demeure pas moins qu'il est susceptible de constituer un véritable danger, tant pour l'homme que pour l'environnement. La direction des affaires civiles et pénales est partie prenante. La contrefaçon est une activité criminelle. Notre atelier vise donc à partager avec les magistrats les outils en vue des poursuites et leur permettre de prendre des mesures et sanctions dissuasives contre cette activité criminelle. Les participants ont pu visiter le marché central de Yamoussoukro pour découvrir l'univers des pesticides, une entrée en matière avant les travaux. Je vous le disais en titre, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan attendu à Bamako ce mercredi. Une visite de l'actuel médiateur de la CEDEAO pour le Mali qui s'inscrit en réponse au projet de chronogramme du prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Sur le plan national, plusieurs partis et associations viennent de créer la synergie Sauvons le Mali. Ce groupement rejette le calendrier électoral issu des assises nationales de la refondation. Un accrochage a eu lieu lundi au Mali entre les forces armées accompagnées de membres de la compagnie russe Wagner et un groupe djihadiste sur une route du centre du pays. L'altercation se produit au moment où se pose la question du déploiement dans le pays de membres du groupe russe qu'une quinzaine de pays occidentaux ont condamné le 23 décembre dernier mais que Bamako avait démenti.
La CAF, la Confédération africaine de football, a officialisé mardi la mise en place de jauges dans les stades de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a été fixée à 80% de la capacité des enceintes pour les matchs du Cameroun et 60% pour les autres équipes. La CAF précise toutefois que ces jauges pourraient être revues en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Nos éléphants sont déjà gonflés à bloc, prêts à en découdre avec tous leurs adversaires. Le trophée, nous l'attendons ici à Abidjan. Nous allons refermer ce journal par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui même, mercredi 5 janvier. La réunion a eu lieu au Palais de la Présidence de la République. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De nombreux sujets étaient à l'ordre du jour. Le point complet nous sera fait ce soir même dans le 20h avec nos reporters qui ont regagné la station. Bonne journée sur RTI 1 et à demain 13h.